je vous souhaite la bienvenue à cette présentation qui va nous être faite par Pierre Gosselin et qui porte sur le thème « Une ville verte est une ville en santé ». Pierre Gosselin est médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec pour les dossiers climat et santé. Il a coordonné le programme de recherche conjoint URANOS-INSPQ en santé et climat de 2004 à 2019 et dirigé le volet santé du plan d'action du gouvernement du Québec en matière de changement climatique entre 2004 et 2017. Il est diplômé en médecine et santé environnementale dans le premier cas de l'Université Laval et dans le deuxième cas de l'Université de Californie à Berkeley. Et il a dirigé pendant 22 ans le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé en santé environnementale au CHU de Québec, Université Laval, où il est professeur de clinique. Il demeure actif en recherche sur ces sujets, notamment à l'INRS-ET. Donc, avec cette grande expérience-là, c'est la personne tout indiquée pour nous parler finalement des bénéfices des arbres en milieu urbain. Donc, Pierre, je te laisse la parole. Alors, merci beaucoup, Jean-Claude. Merci de l'invitation à rencontrer les étudiants, même si c'est virtuellement. Aujourd'hui, je vous présente, dans le fond, un peu le fruit de notre réflexion et de notre action en matière de verdissement urbain depuis une quinzaine d'années. Et je vais commencer par vous présenter, dans le fond, le PowerPoint. Voilà. Me semble-t-il que c'est celui-ci. Bon, est-ce que vous voyez? Pas vraiment. Non, on ne voit pas. Il faudrait partager l'écran. C'est ce que j'essaie de faire. Bon, là, c'est mieux? Oui. Bon, OK. Alors, je m'en retourne au début. M'excuserez. Bon. Et puis là, pour l'affichage de page. Il faut le mettre en mode plein écran, un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas, OK. Ouais. Bon, ça devrait être mieux, ça. Merci de votre patience. Alors, une ville verte est une ville en santé. D'où ça vient? D'abord, un peu d'histoire. Je pense que ça peut nous remettre un peu dans le contexte. On est en début 21e siècle, mais au début du 20e siècle, fin 19e, il y avait ce qu'on appelle une doctrine, une idéologie sanitaire et de planification urbaine, la doctrine hygiéniste, qui a révolutionné pas mal de l'urbanisme dans la société, mais aussi la médecine. C'est la découverte des microbes. C'est aussi la découverte qu'il faut, dans le fond, stériliser à un certain moment donné. Et puis, ça a amené la création, dans le fond, du traitement des eaux de consommation, déjà à Marseille, fin 19e, à l'Ozone, création des réseaux d'égouts, le ramassage des déchets qui étaient auparavant plutôt laissés à eux-mêmes, et puis la lutte contre la tuberculose et certains traitements plus précis. Il y avait même une revue que j'ai retrouvée qui s'appelait les Transactions of the American Clinical Climatologic Association. C'est une revue médicale publiée au début du siècle qui traitait déjà de ces sujets-là. Ça a disparu après. En urbanisme, qu'est-ce que ça a donné? On voulait, dans le fond, sortir des villes comme Québec, la ville intramuros à l'intérieur des murs, ou des quartiers comme Saint-Jean-Baptiste qui étaient développés juste à côté. Et puis, l'idée était d'avoir une meilleure qualité de l'air, avoir moins de monde. Et puis, pour faire ça, dans le fond, on crée des banlieues par le transport en commun, parce qu'on est encore à cheval, parce qu'on est encore, au début, personne ne peut s'acheter une auto, sauf les très riches. Et ça a donné des quartiers qu'on considère aujourd'hui centraux, comme à Québec, la ville de Montcalm, le quartier Montcalm, près des plaines d'Abraham. La croissance est très, très rapide à ce moment-là. Un exemple, c'est que la ville de Québec triple sa superficie et double sa population entre 1900 et 1940.
beaucoup à cause d'une meilleure nutrition, alors de meilleures conditions de vie et une certaine prophylaxie contre les infections. Voici les plaines d'Abraham en 1907. Il y a dessus, dans le fond, des champs agricoles, une prison et puis la maison du gardien de la prison qui est à gauche. Il y a eu une bataille pendant 3 ans pour certains promoteurs qui voulaient évidemment faire d'autres rues et faire d'autres appartements, d'autres maisons. Et il y a eu finalement des gens qui luttaient pour avoir un parc, pour avoir de la verdure, qui ont fini par gagner en faisant quelques magouilles de leur côté. Certains sénateurs étaient là-dedans et le gouverneur général du Canada a créé le premier parc national commémoratif, le parc des champs de bataille. Et il faut bien remercier ces visionnaires parce que à peine un siècle après, si on a des beaux paysages comme ça à l'Hôtel de Québec, plutôt que d'avoir d'autres rues avec d'autres buildings, c'est grâce à eux. Donc, un parc, ça se crée, ça se plante. Aujourd'hui, on appelle l'hygiénisme le développement durable. On veut densifier, on veut limiter l'étalement. Mais dans les faits, quand vous regardez ça, il n'y a rien qui s'est arrêté du tout. On s'étale de plus en plus. On continue à parler des mêmes thèmes, la qualité de l'air, des transports en commun, du climat. On oublie quelquefois qu'il faut continuer à faire de l'exercice physique et que la marche et le vélo y contribueraient beaucoup. On y reviendra. Pourquoi nous, on veut verdir davantage en santé publique, surtout ceux qui travaillent en changement climatique? C'est parce qu'il va faire très chaud tout à l'heure. C'est déjà bien commencé. Le rapport l'année dernière d'Environnement Canada nous montre le réchauffement moyen de 1948 à 2016 à travers le Canada. Et vous voyez que, d'abord, au Canada, on a quand même davantage réchauffé en moyenne qu'aux États-Unis. C'est normal, les latitudes plus nordiques réchauffent plus vite. On le voit à l'intérieur du Canada que la région des territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut est déjà réchauffée à 3,5 degrés, 4 degrés en moyenne, ce qui est énorme parce que ça ne fait pas état des variations. Le Québec et l'Est en général ont beaucoup moins réchauffé, donc vous voyez à peu près 1 degré. Et puis, si on fait un petit zoom ici sur Québec, la zone de Québec, on a encore moins réchauffé dans la région de Québec. 1,5 degré en moyenne. Alors, les animateurs de radio poubelle qui disent qu'il n'y a pas de changement climatique, s'ils ne sont pas sortis de Québec beaucoup depuis 20 ans, ils ont un peu raison. Ceci étant ironique, bien sûr. Les précipitations sont relativement stables. On est quand même chanceux. Pas beaucoup de modifications dans le sud habité, un peu plus en Ontario, un peu plus peut-être à certains moments de l'année. Uranus nous dit que l'été, ça va se transformer, même niveau de précipitation totale, mais une alternance de sécheresse et de pluie torrentielle. Par contre, le nord, et c'est une mauvaise nouvelle, va recevoir beaucoup plus de précipitations que d'habitude, et ça fait fondre la glace, bien sûr. Qu'en est-il des journées très chaudes, un peu pour parler de la variabilité, journées de plus de 30 degrés? Moi, quand j'ai commencé à travailler en changement climatique, début des années 2000, on nous disait « Ah, il n'y a pas grand-chose qui va bouger avant 2050 ». Et puis, on avait une étude comme ça, une simulation qui avait été faite vers 2005 qui nous montrait que vers 2050, à Montréal, on aurait entre 7 et 14 jours de plus de 30 degrés par année, et pas plus, par rapport à pas beaucoup avant 5, des choses comme ça. Ce qui nous mettait que, bon, à terme, le climat de Montréal se transporterait à Rimouski, puis Blanc-Sablon deviendrait comme Rimouski, puis Montréal deviendrait comme Nashville, Tennessee, sans la musique country, bien sûr. Quelques années plus tard, Mme Casati fait une étude qui nous montre que ça s'accélère un petit peu. Vous voyez, Montréal, ici, peut-être un peu plus tôt pour avoir nos 14 jours, peut-être vers 2030, quelque chose comme ça, et 25 jours vers 2050, 2060. Et puis,
quelques années plus tard, donc on est rendu toujours chez le même Ouranos, des modèles plus performants au niveau régional, et on se retrouve avec une augmentation pour la même période de 2050 environ, 2060, selon un scénario d'émissions élevé, qui est ce qui se passe présentement et qui ne semble pas vouloir baisser, qu'en moyenne, au 50e percentile, on va avoir environ 40 jours de plus de 30 degrés par année, ce qui est énorme. Et on va avoir au 90e percentile, donc une année sur 10, jusqu'à 60 jours de plus de 30 degrés par année. Ça veut dire tout l'été, finalement. Il y a assez peu de répit pour les 800 000 personnes de la région qui n'ont pas la climatisation à l'heure actuelle ou qui ne peuvent pas se la payer. Alors, c'est une grande accélération qu'on constate un peu partout à travers le monde. On va tripler ou quadrupler ou quintupler le nombre de jours chauds par année. Là où on commence à voir les surmortalités, c'est une zone qui est plus dangereuse. Et même à Québec, on passe de 4 par année, puis quand on était jeune, Jean-Claude et moi, c'était plutôt une journée par année qui faisait chaud à Québec, là. Et là, on va être rendu entre 15 et 35. Ça peut... le taux de climatisation à Québec est encore plus bas qu'à Montréal, bien sûr. Saguenay, c'est minuscule la climatisation qu'il y a là. Pourtant, dans quelques années, on va passer là aussi à peu près comparable à Québec. Donc, beaucoup plus chaud, beaucoup plus vite. Et ce n'est pas parti pour diminuer. Vous voyez les émissions de CO2 comme moi, un peu partout dans le monde. On devait baisser de 20% par rapport au niveau de 1990. Et puis, ben, on a augmenté de 20-25% pendant cette même période-là. Donc, même si on réduisait tout maintenant, ces phénomènes-là de journées plus chaudes, etc., qui ont été absorbés par l'océan jusqu'ici, se produiraient quand même. En raison notamment de la croissance démographique qui fait qu'il y a pas mal plus de monde, il y a pas mal plus d'activités de toute nature et que la production de CO2, ben, elle est là. Puis ça ne s'arrête pas facilement. Un Titanic démographique, ça se stabilise sur 1 ou 2 siècles. On s'est donc intéressé, puisque tout ce monde-là vit en ville, ou à peu près, là, dans les pays occidentaux, ou même dans le fond, à part l'Afrique et certaines parties de l'Asie, c'est 80-85% en ville. On s'est intéressé aux espaces verts urbains. On a fait un petit état de situation vers 2008 comme moyen de lutte au changement climatique. Une des premières études est très intéressante, Dr. Ulrich, en 1984, qui se rend compte que des gens qui venaient en chirurgie dans un hôpital, même chambre, même type de chirurgie, mais ceux qui avaient un mur de briques comme vue par rapport à ceux qui avaient une vue sur le parc et les arbres, guérissaient beaucoup plus vite, de façon très importante. Et depuis ce temps-là, évidemment, on est 35 ans plus tard, il y a et surtout depuis 10 ans, il y a eu vraiment des milliers d'articles scientifiques sur la relation santé et espace vert, en milieu urbain principalement, ou périurbain. La raison principale, c'est que les forêts, les arbres, sont de très bons dépollueurs. Ça respire un arbre et finalement, ça absorbe beaucoup des polluants qui sont nocifs pour nous. Au Canada, la pollution atmosphérique, et au Québec, c'est pareil, et on est dans la moyenne élevée en termes de pollution au Québec, comme l'Ontario à peu près, beaucoup plus pollué que la Colombie-Britannique ou l'Alberta, par exemple, ou les Maritimes. Donc, il y a 8400 décès prématurés, donc avant 65 ans, par année. C'est 2 fois plus à peu près que par maladie infectieuse. Même si on inclut la COVID, c'est plus que la COVID, à tous les ans. Et c'est, à Québec aussi, c'est pareil, 4 à 5 fois plus que les victimes d'accidents de la route. On met des milliards par année pour réduire les accidents de la route ou question d'assurance. Bien, on met aussi des milliards, mais sans que les coupables ne soient impliqués pour payer la note,
pour les décès et les maladies liées à la pollution atmosphérique. C'est quelque chose sur lequel on peut agir pourtant. Même si la situation s'est améliorée depuis quelques années, à l'heure actuelle, ça continue à être ça. Ça coûte environ, au Canada, 8 milliards par année. C'est impliqué comme facteur causal dans 33% des maladies cardiovasculaires. C'est le principal impact. Et les maladies cardiovasculaires sont les maladies les plus fréquentes dans notre population. Beaucoup aussi en maladies pulmonaires obstructives. Ça rend les muqueuses respiratoires plus sensibles aux infections. Le diesel, c'est reconnu comme un cancérigène par l'OMS chez l'humain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est aussi associé au cancer du sein et au cancer du côlon par des mécanismes que je n'expliquerai pas. Donc, on est à 2000 décès prématurés par année au Québec. C'est aussi associé à plein d'autres maladies comme démence, les gens qui demeurent près des autoroutes, des boulevards, quand on ajuste pour tout le reste, sont plus souvent sujets à la démence, à l'autisme, certains problèmes de développement cognitif chez le fœtus et le jeune enfant. Bref, il y a même eu une étude l'année passée que le cancer de la prostate, ça rentre dans notre organisme par les poumons. Et ce qu'on aime, c'est que les arbres peuvent capter jusqu'à 24% des polluants de l'air quand on prend tous les types de polluants. Le USDA Forest Service considère pour un biotope comme le nôtre, qui est naturellement boisé, que 40% de canopée est un bon compromis pour réduire divers autres problèmes de santé mentale aussi qui sont reliés à la vie urbaine, le stress, la dépression. Par le manque d'exercice aussi, diabète, hypertension, maladie cérébrovasculaire. Moi-même, j'ai fait une étude dans la région de Québec sur la maladie cérébrovasculaire, puis on voit un lien très fort là, de l'ordre de 20% d'excès dans les zones moins propices à l'exercice physique où il n'y a pas de parc. Donc, beaucoup de problèmes de santé et ça affecte la mortalité générale prématurée, donc toujours avant 65 ans. De 10 à 20% selon les quartiers. Et c'est des études qui ont été faites à l'échelle du Canada. Vous voyez avec les coûts que j'ai mis à côté, ce que ça coûte par année à notre système de santé ici au Québec, on est dans le 25 à 30 milliards par année de coûts pour toutes ces maladies-là. Alors, juste en éviter une partie, c'est un énorme bénéfice à tous les ans. Et le verdissement urbain peut y contribuer. Une des façons d'y contribuer, c'est évidemment par les fonctions physiques de l'arbre, de fournir de l'oxygène, d'intercepter la poussière, on parle de la poussière visible ici, d'être une compétition bête et méchante pour l'herbe à poux, qui affecte, par le rhume des foins et l'asthme, près de 20% de la population du Québec, le 15 à 18 datant de 2016. Donc, c'est des données qui sont connues depuis un bout de temps. Ici, vous avez une petite carte de Granby où est-ce qu'on a mis en rouge les grandes zones d'infestation d'herbe à poux. Puis ce que vous voyez en plus foncé, c'est les forêts restantes. Puis quand il y a une forêt, il n'y a pas d'herbe à poux. C'est le message que je veux simplement envoyer ici. C'est efficace aussi le verdissement contre la chaleur dont on a parlé, associé au toit blanc. Qui reflète, quand on a un toit plat, associé à une meilleure gestion des eaux de pluie pour les garder en ville, pour les garder chez soi. Si on fait ça sur 40% de la superficie d'une ville, on peut réduire la température moyenne de presque 2 degrés. Et puis ça, lors d'une canicule, une vague de chaleur, c'est suffisant pour diminuer ou éviter la surmortalité. Il y a des études là-dessus, des modélisations complexes faites en Chine, faites au Royaume-Uni, ailleurs en Europe. Alors, c'est quand même intéressant. Les arbres aussi réduisent le niveau d'ozone. L'ozone se mesure en partie par milliard. Et si on réduit de quelques pourcents les taux d'ozone, on voit tout de suite les hospitalisations, les décès baisser dans une ville comme Québec.
un changement de 4-5 ppb du taux d'ozone fait qu'il y a moins de monde qui meurt. Il y a aussi une séquestration des métaux lourds qui sont émis par toutes sortes de combustions, par le port de Québec, par d'autres usines. Alors, nickel, plomb, cadmium, chrome, c'est assez intéressant. Et pour prendre quelque chose qui est un peu plus récent, une très bonne recension par Abhijit en 2017 qui montre, dans le fond, regarde différents scénarios un boulevard ouvert qui a un effet d'amélioration sur la qualité de l'air, que ce soit des arbres ou des haies ou des murs ou des toits verts. Le seul endroit où ça ne marche pas trop, c'est quand on est dans un centre-ville comme Montréal, les arbres en bordure de rue, qui n'y sont pas de toute façon, peut empirer la situation. Mais tout le reste, c'est efficace. Et c'est efficace, si vous regardez à droite, de façon importante, plus que ce qu'on pensait jusqu'ici, depuis 15 ans, disons, de l'ordre de 40-50% selon le polluant, ce qui est énorme. On ne voit pas beaucoup de choses dans les médicaments ou dans les interventions qui sont aussi efficaces que ça. À gauche, vous avez une simulation sur comment fonctionne, dans le fond, la présence d'un arbre sur un bord de rue en faisant une déflexion des polluants. Beaucoup sont microscopiques là, ou gazeux, donc on ne les voit pas, mais c'est assez intéressant de voir que même une haie d'une hauteur de 2 mètres, par exemple, peut avoir un effet quand même majeur sur la diminution de ces contaminations. Bien sûr, les arbres absorbent le CO2. Un petit arbre, un grand arbre. C'est beaucoup lié, dans le fond, comme la dépollution, à la surface des feuilles ou des aiguilles. Et plus un arbre est grand, plus il a proportionnellement de feuilles. Il y a des calculs que vous connaissez mieux que moi, mais qu'on peut calculer cette surface totale. Et donc, à chaque fois qu'on abat un arbre mature qui aurait pu, un grand chêne qui aurait pu vivre encore 100 ans, on vient de créer un vide qui ne peut pas être remplacé rapidement, qui peut prendre 20, 25, 30 arbres à remplacer quand on plante un arbre de 2 mètres à la place. Alors, c'est vraiment une perte importante. Nous, on s'intéresse en santé publique à l'augmentation marquée des cancers de la peau et des cataractes depuis quelques décennies. Et dans le fond, à mesure que ça réchauffe, les gens sont davantage à l'extérieur, s'exposent davantage aux rayons ultraviolets. Ce n'est pas mauvais en soi, mais certains exagèrent toujours. Et puis, avoir un peu d'ombre en ville, là, particulièrement pour les parents, par exemple, qui regardent leurs enfants jouer au football ou autres situations similaires, peut diminuer de façon importante. Toronto a déjà un plan extensif et détaillé de réduction de l'exposition en bordure des endroits publics un peu partout. On n'a pas ça au Québec. Les îlots de fraîcheur sont intéressants. Pourquoi on parle de la ville par rapport à la campagne? C'est que la nuit, à la campagne, comme il n'y a pas de béton ou d'asphalte pour absorber la chaleur du jour, les températures nocturnes sont de beaucoup inférieures. Alors que quand on arrive en ville, ben, vous voyez ici la différence entre à Saint-Laurent, la zone industrielle de Bombardier à 40 degrés, le secteur résidentiel à côté à 31 degrés parce que c'est assez dense et parce que la chaleur du parc industriel agit sur 500 mètres environ de façon assez importante. Au total, le parc urbain, lui, permet de réduire sensiblement à 23 degrés. Le golfe, il y a moins d'arbres, il y a moins d'eau, peut-être qui reste là sur place, ça s'évapore plus vite en tout cas, et puis ça fait un entre-deux à 27 degrés. Donc ça, c'est des mesures faciles à faire qu'on a déjà fait ici à Québec, et c'est pareil ici. La différence entre une rue dans Saint-Sauveur et une rue ombragée à la Haute-Ville, c'est du même ordre de grandeur, de 15 à 16 degrés.
Les îlots de fraîcheur et de chaleur à Québec, on les a fait, ces cartographies-là, pour tout le Québec, toutes les zones urbaines du Québec. Et il y en a partout. Et on est en train de les refaire là, dans la prochaine année. Vous voyez que là-dedans, il y a beaucoup de zones habitées quand même. Toute la basse ville qu'on peut voir ici est assez chaude. D'autres endroits, c'est plutôt des parcs industriels, comme le port ici, bien sûr. Certaines zones ici, quand on tombe vers Sillery, Sainte-Foy, Saint-Sacrement, sont beaucoup plus fraîches, ou vers le haut, Charlebourg. Alors, c'est évident que c'est variable dans une ville. Par contre, quand on est dans un quartier très défavorisé, on est classe en quintile, nous, au Québec, la probabilité qu'on soit dans un îlot de chaleur est de 98 %. Il y a assez peu de verdure, de parcs dans les quartiers défavorisés. On a fait donc plusieurs études pour comparer ça. Et un quartier favorisé, les plus riches, premier quintile, la canopée est souvent de l'ordre de 30 à 35 %. Ici, vous avez tout simplement un quartier de Sainte-Foy, et ça, c'est l'Institut de santé publique, pour qu'on ne m'accuse pas de parler en mal des autres. Et puis, les quartiers plus défavorisés, ici, je ne me souviens plus où c'est, mais c'est quelque part d'autre à Québec. Vous voyez qu'on est près d'un boulevard, d'une autoroute, en fait, avec des sorties comme ça. On a une canopée de 10 à 15 %. Alors, non seulement il fait chaud, on est exposé à la pollution ici d'un trafic à 6 voies ou à 8 voies qui est assez intense et qui finit par rentrer dans les maisons. On note donc dans ces quartiers-là une surmortalité de 20 à 30 % lors des vagues de chaleur, une étude faite à Montréal par Smart GSI, et une surmorbidité de 20 %, donc les maladies de toute nature reliées à la chaleur. Une étude qu'on a faite avec Mme Bélanger en 2011, 12, 13, 14, 15. À l'île de Montréal, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ici, c'est du développement récent. Il y a juste quelques années, c'était ouvert. C'était certaines fermes qui appartenaient à McGill là, pour McDonald College. Vous voyez qu'il y a encore des beaux quartiers ici, l'île Bizarre, la pointe de l'île. Vous avez ici le Mont-Royal et les quartiers avoisinants qui sont plus frais. Par contre, les quartiers moins bien pourvus, ben, ils sont souvent très rouges. Et c'est pareil un peu partout au Québec. On le fait même dans les petits villages et on a fait des études là-dedans. Le centre des petits villages est très chaud et les gens en souffrent autant que dans les grosses villes. Alors, pourquoi verdir, selon tous ces milliers d'études scientifiques en santé? C'est parce qu'au-delà de la dépollution, au-delà de la chaleur, il y a aussi, et c'est probablement le facteur principal, c'est que les espaces verts et d'avoir des rues ombragées et d'avoir des choses intéressantes alentour en termes d'activité, encouragent l'activité physique. Une demi-heure par jour de marche, ce qui n'est pas énorme, ben, la majorité du monde ne le font pas. Ça améliore, on l'a dit, la qualité de l'air, les UV, la chaleur, et ça réduit, rentrer dans un parc réduit le stress de la vie quotidienne. On le dose en dosant le cortisol salivaire, donc l'hormone du stress, le cortisol, et on voit des différences marquées, ça baisse de 50, 60, 70 %. Les Japonais ont fait beaucoup d'études là-dessus. Et puis, il s'en est fait ici aussi aux États-Unis, en Europe. Et le fait d'aller dans un parc ou d'aller se promener, on voit du monde, on socialise, et puis ça renforce le sentiment d'appartenance à la communauté, qui est un bon facteur prédictif de la baisse de criminalité et de divers problèmes sociaux dans une communauté. D'autres facteurs plus environnementaux finissent par influencer la santé. Bien sûr, la captation carbone, la gestion des eaux pluviales, donc moins vite au fleuve, moins de surverse d'égouts, certaines protections de la biodiversité qui est un attrait. Les gens vont dans les parcs quand les parcs sont attrayants, ça inclut la biodiversité.
une certaine réduction des coûts énergétiques selon les cas, une meilleure attractivité urbaine, une augmentation de la valeur foncière. Beaucoup d'études portent là-dessus aussi. Toronto, il y a quelques années, la Banque Toronto-Dominion avait fait une étude avec le US Forest Service, justement, puis on évaluait chaque arbre mature, sa valeur annuelle en service écosystémique à 700 $ par année. Ça faisait 7 milliards au total. Et c'est énorme, dans le fond. À partir du moment où on les coupe, on perd ces services-là. Et là, il faut avoir des usines de dépollution supplémentaires. Il faut des campagnes d'épuration. À Québec, Jérôme Duprat l'a fait il y a quelques années. Et on considère que ces coûts-là, qui n'incluent pas les coûts de santé, c'est-à-dire ces services-là, reliés au capital naturel de la communauté métropolitaine, à plus d'1 milliard par année. C'est énorme et c'est difficile à remplacer dans plusieurs cas. La perte de biodiversité, par exemple, ça m'a fait penser à cette diapo-là, pendant la pandémie, pendant le confinement total, on allait dans les parcs, puis il n'y avait pas de place nulle part pour aller aux toilettes. Alors, c'est un peu comme ces pauvres chiens ici. Il y a l'aspect visuel aussi, le paysage. Je vous demande, qu'est-ce que vous aimez mieux comme rue pour marcher? Ben, c'est sûr qu'on a tendance à dire à droite au total. Et puis, ici, vous avez les 3 centres commerciaux sur le boulevard Laurier. Ben, on a hâte de rentrer dans l'automobile pour s'en aller ailleurs. Grosso modo, c'est un sentiment naturel chez l'humain. Quand on paie ces services de santé, ici, c'est payé au central, au ministère de la Santé, puis personne n'en entend plus parler, que ça rentre aucunement dans la prise de décision nulle part. Mais quand New York et Toronto ont décidé d'investir massivement dans leur verdissement depuis 15 ou 20 ans, c'est parce que c'est efficace. Ils voient, en dedans de 2 ans, réduire les coûts pour les diabétiques qui se mettent à marcher un peu plus dans les parcs, dans les zones nouvellement verdies. C'est facile à faire la preuve. Il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir là-dessus. On en mène une nous-mêmes ici au Québec présentement avec le département d'économie de l'Université Laval. Alors, des études importantes qui se sont déroulées ces dernières années, qu'il ne faut pas oublier. 40 millions d'Anglais de moins de 65 ans, une cohorte, dans le fond, pour la période 2001-2005. Et quand on regarde les plus défavorisés par rapport aux mieux nantis dans les zones les moins vertes, il y a une surmortalité de 93 %. Il y a beaucoup de facteurs reliés à ça. Mais quand on fait la même comparaison avec les plus défavorisés dans les zones plus vertes, on baisse de moitié le taux de décès. Alors, il y a un effet bœuf là, d'avoir accès à un parc et d'avoir moins de pollution dans son quartier. Et on avait enlevé de ça les cancers du poumon qui sont plutôt liés à la cigarette et les suicides qu'on ne peut pas dire qui sont vraiment liés à la présence de parcs ou pas. Ça, c'est dans le fond le graphique. Vous voyez ici la diminution de moitié dans les zones plus vertes par rapport à la mortalité précédente chez le rose, c'est les plus démunis. Un effet dose-réponse marqué. La grille du frein, qui bien sûr a commencé il y a un petit peu, ceux qui ont voté républicain depuis tellement d'années, ils ont été un peu punis quand on s'est mis à abattre les arbres parce que la dépollution a cessé et on a, pendant les 6 ans après que les freins sont abattus dans les comtés touchés, 15 000 décès cardiovasculaires supplémentaires par rapport à la moyenne historique et 6 000 respiratoires. C'est énorme. Et puis, c'est à peu près une des seules maladies qui augmente avec le revenu, en ce sens qu'il y a plus d'arbres dans les beaux quartiers. Et donc, quand on les coupe, l'effet est plus important. Au Canada, une autre étude a été faite, une cohorte rétrospective, comme ça, 1,3 million d'adultes dans 30 villes, y compris Québec, Montréal, Sherbrooke, quelques autres. Quand on regarde la courbe, dans le fond, c'est que la mortalité prématurée, on utilisait le NDVI,
quand on passe de peu à beaucoup de végétation dans l'environnement immédiat, on baisse de 25 à 36 le taux de mortalité prématurée, ajusté pour la structure d'âge, les habitudes de vie, le revenu. C'est énorme, ça aussi. Il n'y a pas un médicament qui fait ça. Les entreprises du paysage français, j'avais vu ça sortir il y a quelques années, ça m'avait plu beaucoup, font leur promotion pour que les municipalités investissent dans les espaces verts en utilisant le fait qu'on peut vivre mieux et plus longtemps. Selon certaines études, ça rajeunit. Alors, concernant la lutte contre le vieillissement démographique qui nous affecte, plus 10 d'espace vert, les citoyens 65 ans plus jeunes. Et ce n'est pas juste une enquête d'opinion, ça c'est des enquêtes de santé qu'on fait qui, avec un indice assez complexe, les gens se sentent vraiment plus jeunes parce qu'ils font de l'exercice, parce qu'ils voient du monde et parce qu'ils sont, dans les faits, en meilleure santé, tout simplement. Ici, c'est une étude néerlandaise qui le cite, là, et qui montre des baisses de problèmes dans les zones qui sont les plus... C'est une enquête, dans le fond, taux de prévalence de maladies. Selon que tu es très peu vert comme région ou très vert à 90 c'est énorme aussi. Ça crée des emplois de façon importante et ça coûte par emploi 4, 5, 6 fois moins cher que les projets de gaz naturel liquéfié, par exemple, tout en faisant faire des économies d'énergie à plusieurs endroits. Les citoyens, quand on leur pose la question, en tout cas en France, préfèrent avoir un nouveau parc que d'avoir une nouvelle crèche. Mais évidemment, c'est peut-être les personnes plus âgées qui répondent ça. Et ils se rendent compte aussi que ça augmente la valeur foncière des différents domiciles. On a fait ça, nous, à titre de projet pilote, pour voir si ça marchait ici au Québec aussi. On se rend compte avec tous nos projets qu'on a fait un peu partout que les gens aiment beaucoup et trouvent que ça améliore beaucoup la qualité de vie. Grosso modo, il s'agit de diminuer le parking, fermer les rues et planter et faire des fossés de rétention. Et on met ça avec des toits blancs, on met ça avec de l'agriculture urbaine et c'est très, très apprécié. Dans certains quartiers défavorisés, ici à Montréal, dans lequel il y a eu de l'argent mis, transformé, les gens se mettent à jouer tout à coup. Pareil dans les cours d'école qui sont encore à 50 pur asphalte. Ça peut faire une bonne différence chez les enfants. On a des amis qui s'appellent les bûcherons de l'asphalte qui ont été créés par le Conseil régional de l'environnement de Montréal avec qui on a beaucoup travaillé parce que la première chose à faire, c'est d'enlever le béton, enlever l'asphalte. Vous savez qu'il y a 5 places de stationnement par auto en ville, au Québec, à Montréal. C'est quelques-unes de trop, ça. Nos projets pilotes ont aussi été évalués quant à leur capacité à réduire la chaleur et avec une simulation numérique de surface, Environnement Canada nous dit que oui, on peut réduire l'exposition des gens à la chaleur de façon importante dans les vagues de chaleur, jusqu'à 2 degrés, et pour 7 à 8 heures par jour de moins d'exposition. Alors, c'est ce qu'on cherchait et c'est là où on intervient que cette atténuation se produit. En conclusion, les espaces verts sont très importants en milieu urbain. Ils sont prédictifs de meilleure santé physique mentale par l'exercice, la dépollution, la cohésion sociale, beaucoup plus d'impact dans les quartiers défavorisés, évidemment, vu la pauvreté actuelle. Et moi, je dis toujours en conclusion, si les arbres recevaient leur juste contribution pour services rendus comme médecins, organisateurs communautaires, psychothérapeutes, ingénieurs, techniciens, gestionnaires de l'eau, entraîneurs, personnels, biologistes, alors on serait très riche de cette richesse que les arbres nous apportent. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis quelques références aussi pour compléter de l'Institut et puis d'autres cités dans le texte précédent. Merci. Merci, Pierre.
Donc, j'inviterai les gens qui ont des questions à utiliser soit le chat ou l'outil main levée que vous avez via l'onglet participants. Donc, je vois qu'il y a une question sur le chat. On vous demande d'où vient le rapport 5 pour 1 par stationnement, comme stationnement par auto. Oh, je ne me souviens plus exactement, mais c'est quand on regarde la place occupée par l'automobile dans les villes canadiennes, là, habituellement, on trouve ce genre de statistiques-là. Celui-là, j'ai ça quelque part, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai consulté que je ne m'en rappelle plus. Mais c'est assez facile à trouver. Quelqu'un demande si la présentation va être disponible pour réécoute et diffusion. Ça, je pense que c'est Natacha qui pourrait répondre à ça. Oui, j'ai enregistré la présentation, puis elle va être disponible sur CEF TV. Il y a le lien vers CEF TV, qui est une chaîne YouTube, est sur le site web du CEF. Si vous regardez dans l'onglet de gauche, vous allez voir CEF TV. Vous appuyez dessus, puis vous allez être dans la chaîne YouTube du Centre d'études de la forêt. D'accord. D'autres questions? Éventuellement, on peut rendre la présentation disponible. Moi, je n'ai pas d'objection. Moi, j'en ai peut-être une. On parle beaucoup de densifier, entre autres à Québec. Et dans quelle mesure c'est faisable ou est-ce qu'il y a des modèles qui permettent de maintenir un bon couvert forestier dans ce contexte-là de densification? Bien, la façon dont se fait la densification, en tout cas, de ce que j'ai vu là, au ville, c'est qu'on s'assure de couper tout ce qu'il y a sur un terrain et puis après ça, on construit jusqu'à la rue et jusqu'à la lisière du terrain, en se rapprochant le plus possible des voisins s'il y en a. Alors, c'est clair que ce n'est pas une façon qui va nous permettre de garder beaucoup d'arbres en ville, en milieu déjà assez dense, là. Ça se fait ailleurs. Moi, je pense que moi, j'ai vu ça ailleurs dans plusieurs villes américaines où est-ce que, dans le fond, les entrepreneurs là-bas semblent être capables de contourner les arbres pour construire, semblent être capables de garder une distance à la rue pour pouvoir planter, semblent être capables, dans le fond, de gérer ça de façon plus intelligente que ce qu'on fait ici. Surtout pour les arbres, un certain respect pour les arbres matures. Il y a une autre chose qui est faible dans une ville comme Québec particulièrement, c'est les règlements. Les règlements concernant les arbres, ça n'a pas été changé depuis une éternité. Et puis, il y a une obligation, par exemple, de planter un arbre sur son terrain, sur le devant, mais ce n'est pas respecté beaucoup. On se promène dans n'importe quel quartier et on voit facilement 15 à 25, 30% de terrain de devanture qui sont sans arbres. On donne des permis pour les piscines. À chaque fois, on coupe un ou deux arbres pour implanter les piscines dans les cours arrière. Donc, il y a une densification qui se fait en coupant des arbres. Il y a, dans le fond, pas de contrainte vraiment à couper un arbre. Dès qu'on dit qu'on a peur pour la sécurité, le service est très laxiste. Le service qui permet de battre ça est très laxiste à la Ville de Québec. Moi, je me souviens d'avoir un voisin qui a fait abattre un arbre mature, un bel érable en parfaite santé en disant qu'il y avait des craintes pour sa sécurité. J'avais même appelé la technicienne, son patron, j'ai dit à ce compte-là, il va falloir que vous abattiez 95% des arbres sur les plans de Noram. C'est vraiment faible il y a une volonté d'une part, on dit qu'on va planter beaucoup d'arbres, puis qu'on a une politique, etc. Mais l'autre côté de la ville, lui, pousse pour, dans le fond, faire n'importe quoi, n'importe où, à peu près. Alors moi, je ne suis pas très... Ça dépend des villes. Il y a des villes qui ont quand même une bonne canopée. New York Métro, ce n'est pas une petite ville. Ils sont à 29% de canopée. Ce n'est pas mauvais. C'est plus que Montréal. Et puis, c'est pas loin de celle de Québec, qui inclut tous les quartiers nord. Et puis, Québec s'est donné une chance en prenant 2 mètres comme hauteur de canopée, mesuré LIDAR. Montréal a pris 3 mètres. New York a pris 2,5 mètres. Bon, alors, il va falloir à un moment donné comparer le comparable aussi. Ce n'est pas tout à fait près.
Mais moi, je ne pense pas qu'il va y avoir une si grande densification. Il y en a un peu, là, mais elle est mal faite déjà. Quand on voit des gros blocs à condos qui arrivent direct sur la rue, qu'il n'y aura jamais d'arbres là, ni alentour, ça va être que du parking, que de l'asphalte. On se croirait de retour, dans le fond, au 19e siècle, là, en termes de mode de construction. Je ne sais pas là, quoi dire qui soit encourageant. Il n'y a pas de nouveau parc qui se crée. Sainte-Foy n'a pas de parc, par exemple, sauf le parc sur le bord du fleuve. Là. Mais on construit, on n'a que des condos, puis on va planter quelques arbres de rue ici et là. C'est pas fort, ça, comme planification. Les seuls endroits qui sont... il y a quelques petits parcs qui se créent, mais il n'y a pas d'investissement massif, là, compte tenu des coûts de santé, compte tenu des coûts écologiques reliés à notre situation actuelle, je trouve. Merci. J'ai plusieurs mains levées ici. Le premier que je vois, c'est Louis Bernier. Louis, tu peux prendre la parole. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si, dans le cas de l'étude américaine sur les tombées, la grille de plainte sur la santé, il y avait un suivi. J'imagine qu'on est en train de remplacer les arbres. On a des nouvelles données où on prévoit récolter des auteurs prévoient récolter M'excuserez, moi j'entends très mal, je ne sais pas si c'est moi ou vous. Non, c'est Louis, on entend très mal, on t'a très mal entendu. Ah, attends, bon, ben, je vais passer mon tour puis pendant que je règle mon problème. Merci. Parfait. Ensuite de ça, j'aurai Alain Paquet. Oui. Un petit peu. OK, vas-y. Pardon, je pense que toi et moi, Jean-Claude, on a appuyé sur le bouton en même temps. Oui, c'est beau, hein? Bonjour, Pierre. Bonjour. Donc, il y a un truc qui m'a un peu surpris quand tu as parlé de dépollution. Je pense que pour la plupart des gens, quand on entend parler de la capacité de dépollution des arbres, on sous-entend ou on pense comprendre, je ne le sais plus, que c'est les arbres eux-mêmes qui captent cette pollution-là. Puis la question qui suit, c'est qu'est-ce qu'ils font avec après, tu sais, quand les feuilles tombent au sol, etc., où est-ce que ça s'en va? Mais ce que tu nous indiquais plus tôt, c'est que l'effet positif, en tout cas du point de vue de la santé, c'est pas que les arbres le captent, mais le dévient, l'envoie ailleurs que sur les gens. Est-ce que j'ai bien compris ça? Ben, moi, ce que j'en comprends, puis là, c'est des choses que j'ai lues, puis je ne suis pas biologiste, là, on s'entend. Il y en a une partie qui est une déflexion simple, là, on parle en termes d'arbres de rue. Là. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus relatif à ta question. Par ailleurs, il y a une déposition en surface des feuilles. Quand on regarde au microscope une feuille en début de saison, une feuille en fin de saison, après ça, elle tombe au sol, elle est ramassée ou, dans le fond, se transforme en humus, quelque part. Et puis, je pense qu'il y a un effet pour l'ozone, le mécanisme est probablement différent, en ce sens que l'ozone c'est pas quelque chose qui existe là, naturellement, c'est une réaction photochimique entre des oxydes d'azote ou des coves et la lumière du soleil. Alors, on comprend que si la lumière du soleil est bloquée, il y a moins de formation d'ozone. Alors, il y a 3 mécanismes d'action que je connais, moi, qui sont différents. Et puis, au meilleur de ma connaissance, c'est ce que je peux te répondre aujourd'hui. OK, merci. J'ai une autre question de Jean-François Boucher. Après ça, je vais aller au chat. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Vraiment super intéressant. Il y a un élément touchant la gestion des arbres en milieu urbain là, qui me titille toujours parce que c'est connu de manière séparée, disciplinaire. On va dire que les ingénieurs civils ou les ingénieurs de l'eau doivent paramétrer les aqueducs dans une ville en fonction du bassin versant. Et d'autre part, on sait que les arbres participent beaucoup à l'évapotranspiration, à l'évaporation de l'eau, évidemment l'absorption de l'eau et la transpiration par la suite, et donc gèrent
une bonne partie de l'eau qui se retrouve dans les villes. Est-ce que, à votre connaissance, on fait parler ensemble ces deux corps de disciplinaires-là? Et est-ce que l'information, à votre connaissance, se transmet vers les ingénieurs civils, à savoir que les arbres peuvent vraiment contribuer à la gestion de l'eau, finalement? C'est pas un milieu que j'ai beaucoup fréquenté de près, là, notamment ces dernières années. Alors, je ne pourrais pas répondre sincèrement à cette question-là. Mais c'est clair qu'on voit transparaître dans certains projets ce qu'on m'a raconté, par exemple, pour le tramway à Québec, c'est que les gens qui s'occupent des arbres à la Ville de Québec, ils arrivent à la fin du processus quand tout est pas mal décidé, là. Mm-hmm. Alors, ça donne des situations qui sont vraiment peut-être difficiles à régler a posteriori parce que, évidemment, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. D'où les arbres abattus un peu partout, d'où il y a une faible préoccupation. En matière d'urbanisme, par exemple, c'est pas normal qu'on ne puisse pas planter d'arbres là où il y en avait. Il y en avait, on les coupe, puis on s'organise pour qu'il n'y en ait plus jamais parce qu'il n'y a plus de place. Il y a des parkings souterrains qui se rendent jusqu'à la rue. Donc, il y a vraiment pas... objectivement, quand on regarde ça de l'extérieur comme moi, ça ne semble pas se parler beaucoup. D'ailleurs, leurs bureaux ne sont jamais ensemble. Voilà. Dans des édifices différents. Donc, je vais passer à la boîte de chat. J'ai une question qui demande si on peut hiérarchiser l'efficacité des différentes infrastructures vertes en termes d'impact sur la santé publique. On fait référence aux boisés versus les petits parcs ou les arbres de rue, par exemple. Oui. Bien, c'est sûr que pour l'aspect de dépollution de l'air, c'est les grands boisés. C'est ce qui permet, là, on calcule l'ensemble de la superficie et quand on regarde pour une ville, là, la différence est d'à peu près 10-15 % selon qu'il y a une bonne ceinture verte ou comme à Québec, s'il y a le nord boisé, là, Val-Bélair, Charlebourg, Sainte-Foy, Sillery maintenant, c'est ça qui est efficace, d'en avoir beaucoup. Par contre, pour l'aspect de chaleur, ben, c'est évidemment d'en avoir un peu partout dispersé pour que les gens puissent. On pense surtout aux vagues de chaleur où est-ce que c'est difficile à soutenir. Alors, d'en avoir à proximité est important. Donc, en termes de hiérarchie, ce qui est plus efficace pour la santé publique, c'est l'exercice physique. Alors, d'avoir des petits parcs et d'avoir des rues boisées, puis d'avoir des connexions, surtout entre les zones, pour que les gens puissent y aller pour les loisirs, bien sûr, mais aussi, si possible, pour le travail. Alors, on parle de sentiers pédestres intra-urbains, de pistes cyclables, si possible, pas toutes plein soleil, et qui permettent de se déplacer pour le travail, pour les courses. Ça, c'est à peu près 60 % de l'efficacité. Le deuxième, c'est la dépollution atmosphérique. Et ça, c'est bon, comme je viens de répondre pardon, à Alain Paquette, c'est bon localement pour éviter une surexposition. Mais pour l'ensemble de la ville, c'est important d'en avoir un peu partout et de les garder. C'est ça le problème aussi, là. Les projets, j'entendais il y a quelques semaines, la maire de Québec qui annonçait le 100 000 arbres et tout ça. Mais le jour d'après, tu avais 2 gros développements dans le nord de la ville qui vont abattre probablement plusieurs hectares de forêt très utiles, des milieux humides qui sont très utiles aussi. Il y a une déconnexion il n'y a pas de prise en charge, à ma connaissance globale, de la richesse qui est là, qu'il faudrait préserver pour garder les services écosystémiques. Il n'y a personne qui les oblige à tenir ça en compte dans le calcul du coût-bénéfice. Moi, je cite tout le temps la ville de New York, il y a un siècle. New York, vous savez, son eau vient des Catskills, à peu près 100 km au nord. Elle n'est pas filtrée. Alors, installer aujourd'hui une usine de filtration qui remplacerait les Catskills protégés, c'est 1,5 milliard. Et la faire fonctionner, c'est-à-dire c'est 3 milliards, en tout cas c'est assez cher, 3 ou 4 milliards, et la faire fonctionner 1,5 milliard par année. Alors, ils économisent depuis un siècle des milliards
par année. Eux autres, ils en sont très conscients parce que New York, c'est pas mal d'eau que ça prend par jour. Et là, ils ont un traitement minimaliste. Et ils mettent un peu d'ozone, un peu de chlore, puis c'est fini. Alors, ici, on est déjà, on est à la filtration obligatoire partout au Québec, à peu près, des doubles, triples traitements. Ça coûte un bras. Et à chaque fois qu'on coupe, le ruissellement augmente, la qualité de l'eau brute diminue, et on se retrouve à devoir upgrader nos usines pour mettre des étapes supplémentaires, des filtres au charbon. Puis l'été, ça goûte quand même le chlore. Merci. Je vais en prendre une autre au chat avant d'aller retourner à Louis Bernier. Est-ce que le Mammut, là je ne me serai pas sur l'acronyme en question, parle au ministère de la Santé? Qui a le dernier mot et qui peut mettre de la pression? Ça s'appelle le Mamache maintenant, hein, si je me souviens bien, le Mammut. Ça se parle un peu, mais très peu. Nous, par exemple, on a essayé pendant plusieurs années à l'Institut de santé publique, via le ministère de la Santé, de les impliquer davantage dans le verdissement urbain avec pas de succès. Là, ils ont décidé de tout leur prendre puis de nous laisser de côté complètement dans le prochain plan d'économie verte. On verra ce qu'ils feront. Tant mieux s'ils ont plus d'argent et s'ils peuvent le faire. Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a pas. Il y a certains échanges, là, mais ce n'est pas une grosse planif conjointe, mettons. Merci. Je vais passer maintenant à Louis Bernier. Oui, alors, j'espère que c'est mieux maintenant. Beaucoup mieux. Oui, parfait, merci. Donc oui, vous avez référé à la fameuse étude américaine là, où on a documenté l'impact de la grille du Frêne sur la santé humaine dans les régions touchées. Et je me demandais si vous saviez si dans cette région-là, si on prévoit un suivi dans l'optique où j'imagine qu'on reboise ces zones urbaines qui ont été touchées et voir combien de temps ça va prendre pour que les indicateurs de santé humaine remontent de façon significative. Je ne suis pas au courant. Il faudrait appeler les auteurs, il faudrait vérifier. Non, mais je n'ai pas vu de suivi là-dessus dernièrement dans la littérature. Mais c'est tout à fait possible d'essayer de faire une étude comme ça, quoique... Vous savez, ça prend juste 4-5 % de déménagement par année pour complètement effacer n'importe quelle différence de ce type-là. Alors, c'est assez délicat. Aux États-Unis, ils n'ont pas... ici, au Canada, on peut faire des belles cohortes historiques parce que les fichiers peuvent être liés à Statistique Canada. On peut lier, par exemple, la réponse à une enquête sur la santé là, qui se fait... de façon continue, là, aux fichiers du ministère du Revenu qui vont nous donner l'adresse, le revenu, puis qui vont nous envoyer ça, nous permettre de suivre quelqu'un sur 10 ans. Et puis, on peut avoir aussi les hospitalisations, des choses comme ça. Bref, en prenant beaucoup de précautions, il est possible de jumeler différents fichiers comme ça et donc d'avoir des études comme celle que je vous ai présentée sur 1,3 million Canadiens, là, faite par Daniel Kraus. Je ne pense pas que ce genre de choses-là puisse... Les données américaines sont beaucoup plus éparpillées que ça, malheureusement pour eux. Merci. Merci. J'ai une question sur le chat. Quelle importance accordez-vous à la connectivité des espaces verts? J'ai fait allusion, ça me semble extrêmement important pour plusieurs raisons. D'une part, ça peut être utile, la connectivité, pour toute la faune, pour les insectes. Pour nous aussi, pour que ça puisse devenir... moi, je me souviens, j'ai marché pendant quelques années ou fait du vélo pour aller au bureau. Là, et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un trajet où il y avait tout le temps des arbres, des sentiers, quelque chose d'intéressant pour me rendre au bureau. Parce qu'à pied, 40 minutes, c'était quand même assez long. Et donc, ça me semble augmenter l'attractivité beaucoup. C'est ce qu'on voit dans les études aussi, qu'un parc, il est plus fréquenté, plus il est grand,
plus il y a de diversité à l'intérieur, plus il y a d'aménagement pour diverses clientèles. Par exemple, des sentiers qui sont praticables par les personnes âgées, des sentiers qui sont éclairés pour ceux qui veulent y aller plus tard le soir, des équipements sportifs pour d'autres qui veulent faire plus d'exercice. Alors, il y a plusieurs volets. Certains veulent faire de l'ornitho. Alors, tout ça est important dans un parc. Et un parc qui combine tout ça est toujours très populaire par rapport à d'autres parcs qui n'ont que quelques bancs et une mini-fontaine, disons. C'est pas mauvais, c'est bon pour la socialisation. Il y a certains aspects qui peuvent être très utiles, mais pour avoir un maximum d'effet, c'est vraiment de jumeler l'ensemble de ces phénomènes-là, et notamment l'aspect bénéfique pour la santé mentale, la psychologie, que d'avoir des places pour l'interaction, des bancs, des chaises, des tables, des toilettes, qu'on puisse passer du temps là sans être obligé de faire la queue, comme les pauvres chiens qu'on a vus dans la diap. Alors, tout ça est important. Et donc, la connectivité entre ces zones-là l'est aussi énormément pour que ça soit utilisé. Merci. Maintenant, j'ai une autre question sur le chat qui demande si, s'il y a des données qui pourraient être disponibles pour la ville de Rouyn-Noranda, parce que la ville dit ne pas avoir de données. Bien, s'ils vont sur Données Québec, ils vont tout au moins avoir, ils vont pouvoir télécharger les données d'îlot de chaleur. Ça, on l'a fait pour Rouyn-Noranda aussi, et puis pour Amos, puis pour Val-d'Or, puis toutes les villes. On a été très largement au Québec. Tout ce qui avait 4 personnes par kilomètre carré et plus est cartographié. Alors, Données Québec, vous tapez îlot de chaleur urbain, et puis tout est là. Vous pouvez le regarder en ligne ou télécharger les données selon votre besoin. Merci. J'ai une autre question qui demande à qui on peut s'adresser à Québec pour initier des projets de verdissement locaux. L'Institut de santé publique et le ministère de la Santé ont donné des mandats il y a quelques années déjà à Nature Québec pour justement aider les groupes. Et ils travaillent aussi avec la Ville de Québec pour des projets comme les ruelles vertes ou des petits parcs urbains. Alors, Nature Québec à Québec est un bon contact. Et ce modèle-là, dans le fond, est en train d'être installé aussi dans d'autres villes. Il est présent à Montréal aussi avec le Conseil régional de l'environnement, à qui on avait donné des subventions et des mandats similaires. Et puis, on l'étend à partir de la prochaine année aux principales villes du Québec au cours des 2-3 prochaines années dans le cadre du plan d'économie verte. Je pense que ça fait qu'on a passé les principales questions. J'avais des questions qui concernaient plutôt la disponibilité de la présentation. J'ai vu que le PDF pourrait être rendu disponible aussi, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ça va répondre. J'ai quand même beaucoup de commentaires aussi de gens qui ont apprécié beaucoup la présentation et qui croient aussi que les arbres sont un élément important en termes de santé publique. Je regarde parce que j'ai d'autres affaires qui sont... OK. Bon, en fait, c'est ça. Louis, j'ai une main levée. Louis Bernier, j'ai une main levée. Est-ce que c'est ton ancienne main levée? C'est mon ancienne main levée. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie énormément, Pierre, pour cette présentation qui a attiré des gens de différentes régions du Québec. Il y a quand même certains avantages à avoir ça de façon virtuelle. Tout à fait. Et en fait, bonne chance pour la suite des choses et on va sûrement se revoir nous deux. Merci. Sûrement. Puis merci à vous aussi. Puis merci de votre rôle futur aussi de protection de ce qui existe et de meilleure densification, pas uniquement des logements, mais de la forêt aussi. Merci. Bye-bye. Salut bien.